Nous sommes le jeudi 4 juin 2024 et vous écoutez l'émission spéciale Sony SWPA de la 8e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, on va parler d'une compétition photographique internationale devenue incontournable, les SWPA pour Sony World Photography Award, et donc de l'importance des concours, compétitions et bourses pour les photographes. Nous recevons pour l'occasion la photographe Juliette Pavy, lauréate du titre de Photographer of the Year de la dernière édition des SWPA, et Guillaume Cuvillier, en charge des photographes professionnels chez Sony France. Eh ben c'est parti, 3e émission spéciale de cette 8e saison du podcast. Benjamin, comment vas-tu ce matin ? Salut Arthur, écoute, je suis très heureux d'avoir une émission spéciale qui n'est pas consacrée à du matériel. Eh oui, ça change, c'est une première même, j'ai envie de dire. C'est une première, donc ça va être chouette. Et merci à nos deux invités d'être là, notamment Juliette, qui nous fait l'honneur d'être là après avoir remporté ce prix. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit bravo, félicitations, les deux ? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Oui, félicitations, c'est bien. Et elle n'est pas venue seule. On retrouve pour notre plus grand plaisir Guillaume. Comment vas-tu ? Bonjour à tous. Ça va très bien. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir une nouvelle fois dans le studio. Bon, c'est cool. Alors Juliette, on a une petite tradition évidemment dans cette émission. On va commencer par te présenter. On représentera Guillaume après, même si nos auditeurs le connaissent déjà très bien. On a donc essayé de résumer ta carrière. Alors, tu es une jeune photographe professionnelle spécialisée dans le documentaire. Tu réalises un travail de commande pour la presse nationale avec des titres comme Le Monde, Libération, Mediapart ou encore Le Figaro, et tu travailles également pour des entreprises. Parallèlement, tu signes aussi un travail personnel et t'intéresses particulièrement à des sujets environnementaux et sociétaux. Tu cofondes en 2020 le collectif Hors Format et es sélectionné pour l'appel à projet Kickstarter X Polka. En 2022, tu es sélectionné pour la grande commande nationale de la BNF et du ministère de la Culture. Tu es régulièrement exposé et projeté dans des festivals comme l'Œil Urbain, Visa pour l'image, Escale Photo ou Les Femmes s'exposent. Tu es la grande gagnante de l'édition 2024 des SWPA et est la première française à remporter la prestigieuse distinction de Photographer of the Year avec des images issues de ton reportage sur la campagne de stérilisation forcée des femmes du Groenland. Un projet qui a déjà été récompensé par le prix de l'UPP et la bourse Françoise de Mulder de Visa pour l'image. Est-ce que tout est juste, Juliette ? Oui, c'est exact. C'est quel projet qui est affiché à la BNF, enfin qui fait partie de la grande commande ? C'est un projet qui s'appelle L'air de rien, que j'ai fait sur les aires de repos le long des autoroutes en France. Je me suis baladée pendant 6 mois sur ces aires de repos à la rencontre des gens pour photographier à la fois des portraits, des scènes de vie. Et l'idée, c'était de rencontrer des gens qui venaient vraiment de partout en France, qui étaient obligés de s'arrêter sur ces aires. L'exposition, elle est encore en cours, il me semble, mais il faut se dépêcher parce que ça va s'arrêter très prochainement. Mais un très beau catalogue a été également édité à l'occasion de cette grande commande nationale. Et pour t'accompagner, Guillaume, tu es le responsable marketing photo pour les professionnels et le département B2B de Sony France depuis plus de 7 ans. Tu as été formé à Louis Lumière et as également une longue expérience dans l'industrie de la photographie avec diverses casquettes, marketing, chef de projet, rédacteur en chef du regretté magazine Le Photographe, journaliste spécialisé et professeur. Exactement, tout ça. Sacré CV aussi pour Guillaume. Et tu nous fais une petite escale ici entre deux événements comme d'habitude. Oui, on est beaucoup sur le terrain pour accompagner nos photographes professionnels sur les événements sur lesquels ils travaillent. Donc la saison va être assez chargée comme vous l'imaginez avec tout ce qui nous attend pour cet été. Bon. Alors, pour commencer, on va revenir un peu sur l'histoire des SWPA pour donc les Sony World Photography Awards. Cette année, c'était la 17e édition de cette compétition photographique internationale qui est en réalité une sorte de coproduction
entre Sony et la WPO pour World Photography Organization, qui a été créée en 2007 par Scott Gray et qui est la branche photographique de Creo, une entreprise qui a pour ambition de soutenir la création dans l'univers de la photographie donc, mais aussi du cinéma et de l'art contemporain. C'est un petit peu compliqué. On vous propose d'écouter le témoignage de Yann Salmon, le gagneur, le chef du marketing à Sony Europe, qui nous parle de l'importance de cette compétition pour la marque. Le Sony World Photography Award, il faut se rappeler que ça a commencé en 2008 avec quelques milliers de participants. Et aujourd'hui, en 2023, c'est 380 000 photos entrées dans la compétition. Donc c'est devenu une compétition majeure, si ce n'est pas la plus importante au niveau mondial pour les photographes professionnels. Et je parle des photographes professionnels parce que cette année, pour la première fois, nous avons plus d'entrées en photographe professionnel qu'en photographe que nous on appelle open competition, donc la compétition ouverte, qui en réalité ne sont pas forcément que des amateurs, mais les amateurs peuvent participer. Il y a beaucoup de professionnels qui participent aussi, mais les professionnels représentent plus de 200 000 des entrées par rapport à 180 000 des entrées en termes de la compétition ouverte. Et c'est la première fois qu'on a plus d'entrées au niveau professionnel. Donc ça montre un petit peu à quel point la compétition depuis 2008, donc ça fait 17 ans maintenant, les 17e Awards qu'on a cette année, à quel point cette compétition a grossi et est devenue importante. Alors à la question comment est-ce que Sony la voit, ce qui est très important de comprendre, c'est que bien entendu il y a le côté, on va dire, magique du nombre d'entrées, de l'importance de la visibilité de la compétition, de la marque Sony évidemment associée avec l'entreprise Creo qui gère la compétition pour nous pour créer le SWPA. Ça c'est une chose, mais le plus important pour nous c'est la plateforme que le SWPA apporte aux photographes. Donc une fois la cérémonie terminée, c'est 1 an de programme pour les photographes, pour leur visibilité. Ils se font exposer à travers le monde, donc des expositions photographiques à travers le monde, et leur notoriété est décuplée d'une manière phénoménale. Et donc cet aspect-là, de donner du support à la profession, aux professionnels, aux photographes professionnels et même amateurs, certains photographes étaient à l'origine inconnus et ont réussi grâce à la plateforme à créer un véritable engouement dans leur photographie et dans leur travail. Donc je dirais que c'est ces deux aspects-là, le côté, on va dire, visible de la compétition à travers des participations très 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 élevées, mais aussi la partie support et visibilité des photographes pour les aider dans leur carrière. Moi, je me rappelle, j'étais là en 2008 pour la première édition. J'étais encore étudiant. Je travaillais pour vous, Guillaume, à l'époque. Et ça se passait à Cannes. Au Palais des Festivals. Au Palais des Festivals. J'étais aussi, tapis rouge, montée des marches, Martine Parr. Mais c'était il y a longtemps. Ça a bien changé. C'est devenu un gros truc, cet événement-là. C'est devenu un concours majeur, je pense, aujourd'hui au niveau mondial, même si c'est vrai que c'est encore un concours qui, je pense, peut progresser en termes de notoriété, notamment en France. Mais c'est un concours qui a une vraie reconnaissance internationale et on le voit aussi non seulement au travers du nombre d'entrées qui ne cesse de grandir, presque 400 000, presque 400 000 cette année, donc entrée c'est ce nombre de photos en compétition en fait. Mais aussi par rapport à la qualité des participants. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, on reçoit Juliette qui a reçu un prix dans une catégorie qui était très convoitée, celle du documentaire, et notamment face à 2 autres grands photographes, on va y revenir, David Monteleone et Brent Steerton, qui sont des pointures. Donc c'est aussi un formidable tremplin pour à la fois des photographes qui sont déjà aguerris, mais aussi des jeunes photographes qui sont en quête de reconnaissance, non seulement pour eux, mais surtout pour leur travail. Et ça dit quoi, ce que disait Yann, que cette année, il y a plus de photographes professionnels qui participent que d'autres? C'est qu'il y a une vraie tendance, finalement, à participer comme ça à des concours. Oui, alors après, c'est vrai qu'on fait souvent la distinction entre le concours open, mais on va revenir un petit peu sur la mécanique du concours, mais entre le concours open qui sont sur ce qu'on appelle des single pictures, c'est des images seules, ou la catégorie qui est étiquetée pro, mais qui est ouverte à tous, et sur laquelle il faut présenter des séries d'images. Donc c'est sûr que c'est plus complexe de présenter une série d'images, puisqu'il faut entre 5 et 10 images, il faut déjà avoir, on va dire, un travail qui est solide, qui est constitué. Donc ça veut dire que oui, les gens qui participent sont des gens qui sont vraiment investis dans leur pratique photographique ou dans leur projet photographique.
Juliette, c'était la première fois que tu participais à cette compétition. Tu savais où tu mettais les pieds là, en envoyant ton projet? Oui, c'est ça, c'était la première fois que je participais. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de retombées médiatiques et de visibilité sur le sujet que j'ai proposé. Mais en fait, ça fait aussi partie de notre travail, nous, en tant que photographe professionnel, d'aller chercher des prix, des bourses, des financements à travers des différentes participations. Et comment tu en as entendu parler de ce concours-là? Tu le suivais depuis un moment ou c'est par des recommandations? Parce que ton nom revient assez régulièrement depuis quelques mois, notamment dans certains bourses, concours. Comment tu t'organises pour participer à tous ces événements-là? En fait, c'est grâce à mon collectif de photographes, le collectif Hors Format, où on est 7 jeunes photojournalistes qui travaillons sur des sujets de photographie documentaire engagés. Et tous les mois, en fait, on met en commun une liste des appels à candidature, que ce soit en France ou à l'étranger, qui nous semblent intéressants. Et dès qu'on voit aussi qu'on reçoit des mails ou des liens qui pourraient être susceptibles de correspondre aux travaux de l'un d'entre nous, on se les partage. Et donc là, en l'occurrence, c'est Philémon qui nous avait partagé le lien des SWPA. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Moi, je cherchais aussi à participer plus à des concours internationaux et avoir cette visibilité pour ce sujet à l'international. Donc les SWPA, ça correspondait bien à ça. Puis pour le coup, tu commences à avoir un tableau de chasse, si je puis dire, assez impressionnant. Je vais rappeler quand même, 2021, nominé au prix Oscar Barnac, bon, pas lauréate, mais nominé quand même, prix prestigieux lui aussi. 2023, prix Françoise de Mulder à Visa avec ce même reportage. 2023, également le prix de l'UPP avec ce projet-là. Et comme par hasard, Guillaume faisait partie du jury à l'époque de cette compétition. Et 2024, les SWPA. Est-ce qu'il y a d'autres grosses compétitions internationales que tu as en ligne de mire auxquelles tu n'as pas encore participé? Il y en a toujours pas mal. Après, celle qui nous fait un peu tous rêver, je pense, aujourd'hui, en tant que photojournaliste et photographe documentaire, c'est vraiment les WordPress qui sont une grosse reconnaissance à ce niveau-là. Guillaume, tu te rappelles bien du travail de Juliette quand tu faisais partie du jury là, de ce prix de l'UPP? Oui, alors je précise qu'il n'y a vraiment aucun lien entre le prix UPP et la l'UPP, l'Union des photographes professionnels. Voilà, l'UPP, c'est l'Union des photographes professionnels qui m'a fait l'honneur et la gentillesse de m'inviter à leur jury cette année. Et c'est vrai qu'on avait du coup eu à examiner de très beaux dossiers, dont celui de Juliette qui avait fait une assez belle unanimité. Donc c'est un travail que évidemment j'avais déjà repéré et que j'étais vraiment très content de retrouver dans la compétition des SWP. Sans savoir que tu l'avais présenté, Juliette, mais j'ai trouvé que oui, le travail était à la fois très bien réalisé, l'aspect journalistique et l'aspect visuel étaient vraiment très forts, donc je n'étais pas non plus forcément surpris de le retrouver là, simplement c'est vrai qu'il fallait simplement se présenter au concours, quoi. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Juliette et ton collectif Hors Format, ça veut dire que sur les SWPA, tu étais la seule du collectif à présenter ton travail, ou vous pouvez, sur un même événement comme ça, être plusieurs photographes à participer, peut-être d'ailleurs dans différentes catégories? Non, il n'y a pas du tout d'exclusivité. On est plusieurs, et c'est le jeu aussi, on est plusieurs à participer au même concours et aux mêmes événements, parce qu'il y a quand même des choses qui se rejoignent dans nos travaux. Alors, Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne exactement, les SWPA? Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est quand même relativement complexe. Il y a beaucoup de catégories, sous-catégories, règles à respecter pour pouvoir se présenter, bien que ce soit, on peut le souligner, gratuit. Est-ce qu'il y a des concours photos simples? Je sais pas, mais en tout cas, celui-là, je le trouve très compliqué. Alors, on peut voir les choses de différentes manières. On peut le trouver compliqué, on peut le trouver aussi très riche. Moi, je trouve plutôt riche. Tu as raison de le présenter comme ça. Par rapport à la fois à la modalité sur laquelle on peut se présenter et par rapport justement à toute la surface que couvre ce concours par rapport à différentes spécialités photographiques. Parce qu'il y a effectivement donc 2 compétitions principales, open et professionnelles. Donc open, c'est pour les images single, donc les images seules. Et professionnel, c'est pour des séries de 5 à 10 images.
Il y a aussi une compétition Youth Photography, donc c'est pour les jeunes photographes, une compétition Student pour des écoles photo, et ça c'est une compétition qui est aussi intéressante pour les écoles pour pouvoir recevoir en dotation du matériel photo. Donc Pardon, quand tu dis jeune, c'est vraiment très jeune, parce que Juliette est jeune. Oui. Mais là, non, on parle c'est plutôt adolescent. Voilà, ouais, voilà. Les gens des jeunes qui se mettent à la photographie et qui veulent concourir. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. Dans les catégories, bon, il y a plein de catégories qui reflètent différentes spécialités photographiques. Il y a la photo documentaire, il y a la photo créative, il y a la photo d'architecture, la photo de portrait, etc. Donc tout est un petit peu catégorisé, mais c'est ce qui donne aussi cette dimension au concours, c'est d'avoir ce panorama, on va dire, de la photographie qui est un peu XXL. Donc, c'est pas vraiment une complexité. Je pense que chacun a quand même dans sa pratique photographique généralement une teinte plus particulière. Et donc, il y a forcément une catégorie qui correspond à la pratique photographique de chacun. Et donc, c'est vraiment une chance qui est donnée à chaque photographe de pouvoir présenter une image ou une série d'images dans une compétition qui a un retentissement international. C'est un peu comme le WordPress que citait Juliette tout à l'heure. On voit qu'il y a plein de catégories, mais qu'est-ce que c'est finalement le but des SWPA? C'est de se mettre un petit peu à ce niveau-là, au niveau du WordPress, d'avoir cette dimension-là, cette renommée-là? Je ne sais pas si ça peut se comparer directement parce que le WordPress, il est quand même beaucoup plus orienté sur la photo de news et de documentaire. Là, on a vraiment une diversité de catégories qui va bien au-delà, qui laisse la place aussi à toutes les dimensions créatives de la photographie et à d'autres spécialités photographiques qui ne sont pas forcément reflétées de manière aussi forte dans d'autres concours. Je pense par exemple à la catégorie sport, qui donne aussi une belle... Alors que la photo de sport, c'est la photo la plus produite au monde, enfin, ou la plus vue aussi. Il y a eu des essais en France, Sportfolio, il y a eu des tentatives et ça continue. C'est timide. Ouais, mais voilà, la dimension n'est pas la même. Le fait que ce soit un concours international, ça donne aussi du coup un volume d'images et de propositions qui est beaucoup plus large. C'est une compétition aussi qui finalement intéresse pas mal en Europe, puisque l'Europe représente presque 45% des photos présentées. Donc c'est quand même aussi territorialement assez marqué sur l'Europe. Donc forcément, ça nous touche aussi d'un peu plus près. Et alors Juliette, toi, en fait, tu es une double lauréate de cette compétition puisque tu as candidaté dans la catégorie pro et la sous-catégorie Documentary Project que tu as remporté, et tu as remporté le prix de photographe de l'année. Du coup, quand on participe à ce concours, Guillaume, on participe automatiquement à ce prix de photographe de l'année? Alors, le photographe de l'année est choisi parmi les 10 finalistes, enfin les 10 lauréats, on va dire, pardon, pas finalistes, les 10 lauréats de la catégorie pro. Donc, ça aurait pu être un photographe qui a une autre pratique photographique qui aurait été récompensé. Bon, ça n'a pas été le cas cette année, mais ça s'est déjà produit, que ce soit photographe de la catégorie portrait ou d'autres catégories qui soient primées. Donc en fait, une fois qu'on est rentré dans la compétition, on a dans cette catégorie pro notamment, on a la chance de concourir aussi pour un deuxième prix qui est celui de photographeur of the year. Donc voilà, c'est effectivement un emboîtement de différents prix, mais ce qu'il faut retenir, c'est que y a en tout cas pour chacun la possibilité d'y participer. Il suffit juste d'avoir plus de 18 ans pour les catégories pro et open, que le sujet ait été produit dans l'année. Il y a quand même quelques règles à suivre pour pouvoir candidater. Et puis, c'est effectivement un concours qui a l'avantage d'être gratuit. En tout cas, quand on ne soumet pas des photos dans toutes les catégories. Il faut juste noter qu'il faut choisir au départ si on se présente sur la compétition open ou sur la compétition pro. On ne peut pas se présenter sur ces deux compétitions en même temps. Et de ton point de vue, en tant que photographe et participante, Juliette, toi, tout te paraît clair? Parce que là, on parle de beaucoup de catégories, de la richesse qu'évoquait Guillaume. Toi, au moment où tu postules, comment ça se passe? Tu te poses des questions ou tout paraît lisible? Oui, moi, j'avoue que assez spontanément, en fait, j'ai vu qu'il y avait une catégorie photographie documentaire. Donc, je me suis dit que c'était vers là que j'allais aller et que c'était là que j'allais postuler. Après, dès le début, j'avais pas forcément cette visibilité sur le fait qu'en fait, il y avait derrière aussi cette possibilité d'être photographe de l'année. Tout ça, c'est vraiment pas quelque chose dont je me doutais en candidatant, quoi. Et parce qu'à une époque, il y avait l'Iris d'or, après photographe de l'année. Il y a eu plusieurs phases, non?
Oui, alors le concours pour a l'anecdote. Oui, le concours a évolué. On essaie de suivre aussi, de tenir compte des évolutions aussi des remarques qu'on nous fait, d'une part, et puis de l'évolution du métier aussi. Mais après, le résultat est le même. En fait, le but ultime, c'est surtout pour les photographes d'avoir une visibilité par rapport au travail qu'ils ont fait, qui est décuplé par le fait que ce prix les pousse vraiment en termes de visibilité à un niveau vraiment supérieur. Et 380 000 entrées, 380 000 photos à regarder. Comment ça se passe, les phases de sélection, présélection, délibération? C'est un travail titanesque. Titanesque, mais il y a un filtrage évidemment qui est fait au départ. Le jury n'examine pas 380 000 photos. Il y a un filtrage qui est fait en amont par Créo, et le jury n'a examiné qu'un nombre beaucoup plus limité de sujets et de photos. Voilà, il faut évidemment, quand on arrive à des échelles pareilles, ça vient de 200 pays en plus, donc oui, il y a du boulot, donc c'est un concours qui est effectivement assez colossal en termes de contribution. Mais ça donne aussi toute sa richesse à ce concours, c'est d'avoir cette diversité de regards, de cultures qui sont en compétition sur un même concours. Et c'est un concours qui est aussi très généreux en termes de dotation. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que là, pour le coup, la liste, elle est aussi compliquée et impressionnante. Oui, alors la dotation, elle est à la fois matérielle pour les vainqueurs de chaque catégorie, elle est aussi financière pour le grand gagnant, donc le Photographer of the Year, qui reçoit une dotation de $25 000, plus aussi la possibilité d'une exposition en Angleterre l'année suivante. Et puis le vainqueur de la catégorie, les vainqueurs de catégorie Open, c'est 5 000 € de dotation, plus du matériel pour chaque gagnant de chaque catégorie. Donc c'est conséquent. Enfin, je veux dire, je pense que effectivement, dans l'économie d'un photographe, c'est peut-être quelque chose qui peut avoir un apport appréciable. Et ben justement, on va demander à Juliette, 25 000 $ et du matériel. Qu'est-ce que tu comptes faire de tout ça? Oui, alors c'est vrai que pour nous, c'est vraiment essentiel. Et de mon côté, moi, ça va vraiment me permettre de repartir, de pouvoir continuer à travailler. En plus, avec du matériel neuf, ça fait toujours plaisir. Et j'ai décidé aussi c'est encore en discussion, mais je vais aussi donner une partie du fonds aux femmes victimes de stérilisation forcée, pour les aider notamment à s'organiser, pour payer les frais d'avocat, etc. Parce qu'il y a toujours une enquête qui est en cours, et c'est aussi coûteux pour elles. On va revenir en détail d'ailleurs sur ton sujet, le fond du sujet, comment ça se passe, comment a été perçue aussi ta récompense parmi les victimes. Et concernant les récompenses, donc tu perçois aussi du matériel photo. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ça veut dire que tu choisis le matériel, ou on te l'attribue? Comment ça se passe? Oui, alors le boîtier, tu me diras, Guillaume, si je dis des bêtises, mais c'est le Sony A7R5, je crois. Et après, on avait le choix de l'optique parmi toute une liste. Donc moi, j'ai pris un 50 mm 1.2. Tu n'as pas mauvais goût. Ouais, je travaille souvent soit au 35, Ouais. soit au 50. J'avais déjà un 35 chez Sony, et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer ça. Puis pour travailler l'hiver au Groenland, c'est pas mal. Oui. Et je pense que si je me souviens bien, c'était une de tes optiques préférées, Benjamin? Moi, c'est plutôt 135 1.8, mais le 50-1.2, oui, j'avoue que comme n'importe qui, je pense, qui aime bien la photo et le focal fixe, ouais. En tout cas, il y a une belle patte, un très beau rendu, une belle signature. Et chez Sony, il n'y a pas que cette compétition qui existe, donc les SWPA pour les photographes. Vous avez lancé, il n'y a pas si longtemps que ça, l'année dernière, pour être précis, une compétition qui s'adresse plus aux vidéastes. Est-ce que tu peux nous en parler? Bah oui, c'est d'ailleurs une compétition qui est organisée aussi en collaboration avec Créo, et donc c'est une compétition qui est plus orientée sur le cinéma, parce que bon, Sony est une marque qui est de plein pied dans les deux mondes de la photo et de la vidéo et du cinéma en particulier. Donc on va dire que les SWPR ont un petit peu fait école, et que ça a inspiré la création d'un prix qui récompense des réalisateurs dans le monde du court-métrage,
Donc c'est un concours là, dont la remise de prix a eu lieu la fin mai aux États-Unis, puisque la dotation, c'est non seulement de la visibilité, mais aussi des workshops sur place dans les studios de Sony aux États-Unis. Et puis cette année, c'est une année où effectivement, c'est la deuxième année seulement, mais on voit déjà l'essor que prend ce concours, où on a eu cette année plus de 8500 entrées, donc le double de l'année dernière. Donc il y a vraiment aussi de ce côté-là une vraie place pour un concours international dans le domaine de la création visuelle, mais plutôt animée. Toi, Juliette, en tant que photographe documentaire, tu as une tentation de passer à la vidéo ou au cinéma ? J'ai eu l'occasion un petit peu pendant la formation que j'ai faite à l'EMI-CFD, donc l'école des métiers de l'information en photojournalisme. On a eu une petite capsule vidéo, mais c'est vrai que moi, pour l'instant, l'occasion s'est pas trop présentée et j'aime bien ce temps long qu'on peut avoir avec la photo, et pour l'instant, je pense que j'ai vraiment envie de me consacrer à des projets photos. Alors, cette année, Guillaume, les photographes français se sont particulièrement démarqués au SWPA et ont remporté plusieurs prix. Alors, il y a toi, évidemment, Juliette, avec le titre suprême de photographeur of the Year et lauréate de la catégorie du projet documentaire. Et parmi les autres Français, on peut aussi citer Maë Elip, photographe française lauréate de la catégorie Pro Environnement, et Thomas Meurot, photographe français lauréat de la catégorie Pro Sport. On vous propose de les écouter. C'est des images qui ont été prises en Islande sur un trip de surf qu'on a fait. Donc la série s'appelle Kaldsol, ce qui voudrait dire soleil froid. Le but, c'était vraiment de capter ce côté intemporel qu'on a pu vivre quand on était là-bas. C'était une expérience incroyable pour tous parce qu'on n'y était jamais allé, sauf 3. Ça nous a permis vraiment de découvrir un autre pays. Donc c'était vraiment ça que je voulais mettre en avant, montrer tout le style de vie qu'il y avait autour, pas que le surf, parce que le surf, c'est plus ou moins tout ça à quoi ça ressemble, mais qu'est-ce qu'il y a autour de ça, donc c'est-à-dire marcher sur des routes complètement gelées avec les combinaisons avant de descendre au spot de surf, rentrer alors qu'il neige, rentrer dans la voiture avec les combis parce qu'il fait trop froid pour se changer dehors, ce genre d'expérience. Puis aussi montrer bien entendu sur quelques photos les paysages qu'il y a autour du surfeur, pas que le surfeur justement. Ma démarche photographique, en l'occurrence pour cette série-là en particulier, c'est vraiment de m'intéresser à la partie sensorielle en essayant d'aller au-delà de l'esthétique et en essayant de récupérer un petit peu les sensations qu'on peut avoir quand tu marches dans la forêt et que tu entends des bruits, des feuilles qui craquent quand tu marches, ou l'odeur de la mousse sur les arbres, ou quand il vient de pleuvoir, ou ce genre de sensations, pour essayer de retrouver un petit peu cette expérience sensorielle, mais à travers l'image. En l'occurrence ici, toutes les sessions portraits qui sont vraiment pour moi des moments privilégiés d'intimité profonde, c'est d'essayer de construire les images à deux. C'est-à-dire que ici, je leur laisse quand même une partie où eux peuvent penser à de quelle manière ils ont envie d'être représentés et comment on va essayer de le faire ensemble. Du coup, c'est un vrai travail collectif sur comment on va construire l'image, pourquoi choisir cet élément, qu'est-ce qui connecte la personne à l'élément qu'on va utiliser, dans quel endroit, pour essayer de retrouver justement cette intimité et où les gens qui sont pas nécessairement des gens qui sont habitués à prendre des portraits, qui puissent se sentir à l'aise et retrouver cette espèce de connexion entre photographe et sujet, mais aussi le sujet en lui-même. Comment est-ce que tu as réagi, Juliette, quand tu as appris que tu avais remporté et la première place de la catégorie et le prix de Photographer of the Year? Alors pour la petite histoire, c'est une grande soirée de remise des prix assez impressionnante, qu'on pourrait comparer aux Golden Globes. Aux Oscars. Allons-y franchement. Comment est-ce que tu as réagi? Qu'est-ce que ça t'a fait? J'avoue que j'étais déjà un petit peu au courant en avance pour la catégorie photographe documentaire. Ouais. Pour le côté photographe de l'année, je m'y attendais pas du tout. Vraiment, je l'ai appris le soir même au moment de l'annonce. Je suis vraiment heureuse de ce prix parce que ça permet de donner une visibilité à ces femmes victimes de stérilisation forcée et de porter cette histoire à l'international, alors que l'enquête est toujours en cours encore aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année. Et pour la petite histoire et le côté un peu coulisses de cette soirée, on a été quelques-uns
à guetter un peu ta réaction, puisqu'on était un petit peu au courant que tu allais être désigné photographe OZR. Et c'est vrai que quand tu as quitté ta table un moment avec May, parce que vous aviez déjà votre récompense dans vos catégories respectives, tout le monde s'est dit ah, mince, il faudrait pas qu'elle parte trop tôt, parce qu'elle va bientôt être annoncée. T'as été rappelé par C'est là. ça. Effectivement, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on était en train de discuter dehors quand Guillaume est venu nous chercher en nous disant les filles, il faudrait absolument rentrer pour assister à la suite de la cérémonie. Et, donc, on a compris après pourquoi aussi. Il avait un peu insisté pour qu'on rentre rapidement. Est-ce que tu peux nous parler maintenant un peu plus en détail de ton projet, des images que tu as présentées à ce concours? Oui, alors c'est un sujet sur la stérilisation forcée des femmes groenlandaises qui a eu lieu dans les années de 1966 à 1975. À l'époque, le Groenland était une colonie danoise. Et on s'est rendu compte, en fait, ces 2 journalistes danoises qui ont fait une enquête en 2022 et qui ont trouvé dans les archives des documents comme quoi, en fait, il y avait une politique de stérilisation forcée qui a été mise en place par le gouvernement danois pour réduire la population et donc les aides qui étaient allouées au Groenland à ce moment-là. Et donc, c'est plus de 4500 stérilés qui ont été implantés sur cette période. 4500, ça peut ne pas paraître énorme, mais à l'échelle du Groenland, ça représente la moitié des femmes qui étaient en âge de procréer à cette période-là. Et quand on regarde aujourd'hui vraiment la courbe démographique de la population du Groenland, on a un trou. En fait, il y a presque plus de naissances entre 1966 et 1975 à cette période où les femmes ont été stérilisées. Ça s'est fait en plus de manière assez violente à l'époque. Donc les jeunes femmes avaient, pour les plus jeunes, 12 ans. Ça se faisait à l'école au moment de la visite médicale. On leur disait qu'il fallait qu'elles aillent voir un médecin pour se faire implanter donc, cette spirale. On appelle ça spirale campagne, puisque en fait, les stérilés qui étaient implantés, c'était des stérilés en forme de spirale qui étaient beaucoup trop gros et pas du tout adaptés au corps de jeunes adolescentes. Donc même après, une fois qu'ils étaient retirés, il y a eu beaucoup de complications, ça provoquait aussi des infections et les femmes sont restées stériles à vie et pour la plupart ont dû subir aussi des hystérectomies derrière. Et au moment où l'implantation s'est faite, certaines ont essayé de résister, d'en parler à leurs parents. Mais à chaque fois, ça leur a été interdit et elles ont été forcées à avoir cette opération. À quel moment tu t'es mis sur le sujet? Quel a été ton point d'ancrage et comment on fait pour travailler sur un tel sujet dans un tel endroit aussi loin? Jeune photographe française dans une région du monde où on parle pas forcément l'anglais d'ailleurs. Comment ça s'est passé? J'avais prévu déjà de partir au Groenland pour faire différents reportages et à l'été 2022, j'étais tombée sur une brève de presse quotidienne régionale qui parlait de ces stérilisations forcées des femmes groenlandaises. Et j'avoue qu'à la lecture de l'article, j'ai eu vraiment envie d'en savoir plus. Donc j'ai commencé à fouiller, à regarder un petit peu ce qu'il y avait sur Google, ce qui avait déjà été fait comme émission, etc. J'ai pas trouvé grand-chose, et notamment en images, j'ai quasiment rien trouvé. Et puis au fur et à mesure, je suis rentrée en contact avec certaines des victimes, notamment Naya Libert, qui est la première femme à avoir témoigné et à avoir porté cette histoire au niveau du grand public. Donc elle, j'ai commencé par la contacter sur Facebook. On a longuement échangé par message, et puis quelques semaines plus tard, je me suis retrouvée à Nuuk, donc la capitale du Groenland, pour la rencontrer. Et c'est un petit peu elle, après, qui m'a aidée, qui m'a fait confiance et qui m'a ouvert les portes et qui m'a fait rencontrer d'autres femmes victimes. Est-ce que tu peux nous parler un peu des images que tu as présentées, même si on invite évidemment nos auditeurs à aller découvrir ton reportage, soit sur le site des SWPA, soit sur ton site à toi personnel. Parle-nous un peu des photos. Qu'est-ce que tu montres sur tes images? Oui, alors c'est pas toujours facile de parler d'un sujet du passé. On n'a pas des événements qui vont directement se passer sous nos yeux qu'on va pouvoir photographier. Il faut vraiment essayer de réfléchir à une narration. Du coup, l'idée, c'était donc je l'ai construite au fur et à mesure de ce reportage, mais l'idée de départ, c'était vraiment de partir des portraits de ces femmes victimes et de leurs témoignages pour essayer de retracer le fil de ce qui s'est passé à cette période-là.
Et donc, la série photo s'articule en fait à partir à la fois de portraits des femmes victimes, aussi d'images d'archives d'elles quand elles avaient 12-13 ans, au moment où elles se sont fait poser ce stérilet. Et puis ensuite, petit à petit, donc c'est quand même un sujet assez intime et ça prend du temps de gagner la confiance de ces femmes, de les rencontrer, d'avoir leur témoignage. Donc petit à petit, j'y suis allée plusieurs fois au Groenland pour construire cette histoire. Petit à petit, on a été ensemble, on est retourné sur les lieux là où ça s'était passé, donc dans les écoles, dans les hôpitaux. Elles ont fait des recherches aussi, donc à la fois dans leurs archives, elles ont ressorti leurs dossiers médicaux. Et puis, de mon côté, j'ai pu aussi rencontrer des médecins. Donc une gynécologue qui m'a d'abord expliqué, qui m'a montré une radiographie avec cette fameuse spirale. Donc c'est là aussi où j'ai eu le déclic, où je me suis dit ah oui, c'est vraiment ça quoi. Donc là vous n'avez pas la photo, mais en fait sur la radiographie on voit vraiment ce dessin d'une spirale qui fait plus je pense 5 cm. Enfin c'est difficile d'avoir une échelle comme ça, mais en tout cas on voit que c'est vraiment pas du tout adapté au corps de ces jeunes femmes. Et donc ensuite, après avoir rencontré cette gynécologue-là, j'ai pu aussi avoir des contacts, notamment d'un médecin qui était gynécologue à l'époque et qui... donc qui a participé à cette campagne. Qui a participé à cette campagne. Donc j'ai pu rencontrer à Copenhague lors d'un de mes derniers voyages. C'était intéressant aussi d'avoir son témoignage. Donc aujourd'hui, il y a une enquête qui est en cours, qui est menée par le gouvernement danois et le gouvernement groenlandais, dans le but de définir ce qui s'est réellement passé à l'époque et peut-être éventuellement pour les victimes d'obtenir des excuses officielles du gouvernement ou éventuellement une indemnité financière ou au moins par exemple ce qui a déjà été obtenu par exemple au Groenland, ça peut être des séances de psychologues qui sont prises en charge aussi par le gouvernement. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Pour l'instant, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Et donc, l'idée des photos, c'était aussi de montrer ce côté enquête. Donc, d'aller voir les personnalités politiques en charge de l'enquête. Donc, je me suis notamment rendue au Parlement du Danemark à Copenhague, où j'ai pu rencontrer une députée qui, elle, est en charge de vérifier le bon suivi du calendrier de l'enquête. Parce qu'au début, c'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place. En fait, le souci dans l'enquête, c'est que le gouvernement danois est à la fois juge et partie. Et du coup, l'enquête donc, a dû démarrer en octobre 2022. Mais en fait, jusqu'en mars 2023, on n'avait toujours pas la liste des gens qui étaient en charge de l'enquête. Donc ça a mis vraiment beaucoup de temps avant de se mettre en place. Et donc c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des politiciens qui sont en charge de vérifier que tout se déroule dans les délais. Et depuis l'obtention de ce prix au SWPA, est-ce que tu sens qu'il y a un écho, un impact à la fois d'ailleurs du côté peut-être du Danemark et de tes interlocuteurs, et aussi évidemment parmi les victimes, comment a été accueilli ce prix pour elles? Oui, juste après avoir eu le prix, une des premières personnes que j'ai eues au téléphone, c'était Naya Libert, donc une des victimes avec qui je suis toujours en contact et vraiment celle qui a témoigné pour la première fois. Elle l'a très bien accueillie et je pense qu'elle fait aussi aujourd'hui tout pour que l'histoire soit médiatisée et que justement ça reste pas que à l'échelle du Danemark, mais que ce soit quelque chose qui soit vu à l'international. Et ce qui, à l'espère, permettra à ces femmes d'obtenir une justice. Bon, et on salue évidemment ce travail remarquable et on invite nos auditeurs à aller le découvrir avec leurs yeux, soit sur le site des SWPA, soit sur ton site personnel, Juliette. Guillaume, au cours des SWPA, il y a aussi une autre grande distinction qui est attribué à un photographe un peu hors compétition, Sebastião Salgado, cette année. Tu peux nous parler de cette reconnaissance internationale que vous offrez à un grand photographe tous les ans?
Oui, c'est toujours important aussi d'offrir cette place-là dans un prix de cette dimension, de saluer la carrière et la contribution d'un photographe en particulier, donc qui a déjà, lui, acquis sa renommée et peut-être fait un peu sa carrière, mais dont la trace dans la photographie est importante. Et je pense que c'est effectivement le cas de Sebastião Salgado. Donc c'est un photographe dont on connaît les qualités en termes de la qualité photographique de son travail qui est vraiment remarquable, et puis aussi c'est la qualité humaniste de son œuvre. Donc c'était une très belle reconnaissance, et on peut être que satisfait que ce genre de reconnaissance soit attribué dans ce cadre-là. Je pense qu'il n'a pas forcément besoin de notoriété, Sebastião Salgado, mais c'est une manière surtout de saluer son travail, sa carrière, et on était content. Ça faisait un photographe aussi français de plus au palmarès de cette année. Franco-brésilien. Mais, qui parle bien français. Qui parle bien français. Et qui est un accent brésilien bien entretenu, et c'est bien. Et membre de l'Académie des Beaux-Arts, donc voilà. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui a laissé une empreinte forte. Moi, je sais que même à titre très personnel, c'est une des premières grandes expositions que j'avais vues à l'époque au Palais de Tokyo quand je commençais la photographie, et qui m'a beaucoup marqué. Donc c'était aussi très, très heureux de le retrouver là. Et nous, il nous avait accordé la chance de venir en studio. On a consacré une longue émission de plus de 2 heures à son travail, et on vous invite évidemment à la réécouter. Et toi, Juliette, est-ce qu'il y a des photographes comme Salgado peut-être qui t'ont inspiré, influencé dans ta carrière, peut-être même Salgado lui-même? Oui. Salgado notamment, c'est dur de les citer tous, mais je pense notamment à Nan Goldin. C'est vraiment aussi une des premières expos que j'ai vues qui m'a mis une claque, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et après, il y a beaucoup d'autres grands photographes que j'admire, vivant ou non, par exemple Saliman ou d'autres. Est-ce que tu as eu l'opportunité d'échanger un peu avec Sebastião au cours de la soirée de remise des prix? Pas trop, j'avoue que je suis toujours un peu timide face à ce genre de monument de la photographie. C'est peut-être lui qui était timide par rapport à toi, hein. C'est toi qui as gagné. Je l'ai croisé très rapidement en coulisses au moment de la conférence de presse, juste avant la soirée, mais c'est tout. Bon. Alors, au SWPA, il y a finalement beaucoup de genres différents, et les photographies n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Pourtant, la présidente du jury et curatrice de l'exposition à la Somerset House, Monica Allende, a souhaité mettre l'accent sur les problématiques environnementales et humaines lors de cette édition. Elle explique aussi combien il est différent de présider un jury sur un tel festival par rapport aux événements qu'elle a l'habitude d'organiser elle-même. On l'écoute. The difference between being a curator for the Sony Awards. La différence entre être un curateur pour les Sony World Photography Awards et être un curateur pour votre propre événement, où vous choisissez vous-même les sujets exposés, c'est qu'ici, vous voyez un très large spectre de travaux. It's almost like it encapsulates a moment in time, because there are so many categories, there are so many visual languages. Cela revient presque à encapsuler un moment dans le temps, parce qu'il y a tellement de catégories, tellement de langues visuelles, tellement d'approches différentes. Les documentaristes et les photographes ont vraiment regardé le monde et les sociétés contemporaines. And this is very much how this is. So, and then you're looking at what we are at that moment. So this is quite interesting for me. That is how different is between this. Cela permet de faire un état des lieux de ce que nous sommes à cet instant. C'est intéressant à mes yeux, c'est la différence que je vois par rapport à mes activités traditionnelles lorsque je monte mes propres expositions et que je choisis les œuvres. Une fois que j'ai regardé toutes les œuvres présentées, je choisis une thématique et je le fais avec beaucoup de prudence. And it's very much about humanity and its environment, the diversity of environments. It's about, who as humans, En l'occurrence, il est question de l'humanité et son environnement, ainsi que de la diversité des environnements. Il s'agit de montrer ce que nous sommes en tant qu'êtres humains et dans quels environnements nous vivons. C'est le fil conducteur de l'exposition. The moment that we live in there presents us many challenges.
And these challenges, they are very much represented through different types of landscapes. Le moment que nous vivons présente beaucoup de défis. Ces défis sont représentés à travers différentes variétés de paysages. Les défis concernent le changement climatique et les problématiques liées à l'environnement. J'ai voulu mettre l'accent sur l'humanité et la capacité de résilience de l'être humain. That is where you see this kind of intersection of works. We're jumping from landscapes to C'est là que se trouve une intersection entre toutes les œuvres. On navigue entre les paysages et les portraits, autant de façons de jauger cette résilience dont nous pouvons faire preuve en tant qu'être humain. Donc c'est très bien le thème actuel de l'exposition. Alors, bon, malheureusement, cette exposition à la Somerset House, elle est terminée. Elle a vocation à voyager, Guillaume, cette exposition. Où est-ce qu'on va pouvoir la retrouver prochainement et est-ce qu'on va avoir la chance de pouvoir la découvrir en France? Alors oui, c'est une très grande exposition. Alors elle n'est pas facile à faire voyager parce qu'elle est vraiment assez copieuse, on va dire. Mais elle va voyager, elle va être en Italie là au mois de juin, dès le 6 juin, donc tout bientôt. Elle va passer en Allemagne. Nous, on voudrait bien la faire venir en France. On est en train d'y travailler pour essayer d'avoir une exposition à la rentrée prochaine. J'ai pas encore beaucoup plus d'informations malheureusement à vous partager là maintenant à ce sujet, mais j'espère que d'ici la fin de l'été on pourra vous annoncer cette exposition en France, parce que on a évidemment à cœur, particulièrement cette année avec le palmarès qu'on a eu, de la présenter. On l'avait déjà fait il y a quelques années en France, notamment à l'hôtel de Soroy en 2019 ou 2020, j'ai un petit trou de mémoire, mais voilà, donc c'est quelque chose qu'on souhaite faire effectivement. Il est encore pas trop tard pour le salon de la photo, par exemple. Par exemple. Pourquoi pas? Alors, pour continuer, on va parler un peu tous ensemble de l'importance que prennent ces compétitions photo pour les photographes professionnels. Ces compétitions sont très nombreuses, plus ou moins connues et renommées. Elles sont un moyen pour un photographe d'exposer son travail, de se faire repérer et connaître auprès de professionnels et du public, et enfin, en cas de victoire, de bénéficier de dotations importantes, en argent, en subventions, en matériel, en opportunités, ainsi qu'une exposition médiatique. Mais, parce qu'il y a un mais, ces compétitions requièrent pour les photographes de l'engagement, de la réflexion, du travail, du temps, de l'argent aussi mécaniquement, et le plus souvent de la frustration et de la déception. Maë Elip et Thomas Meurot, tous deux récompensés dans les catégories environnement et sport cette année, nous expliquent comment ils ont appréhendé les SWPA et comment ils perçoivent les concours aujourd'hui en tant que photographes professionnels. Je participe beaucoup aux concours et aux bourses. Ça fait vraiment partie du travail de mon travail de photographe. On sait tous la difficulté qu'impose le métier de photographe, en tout cas dans la stabilité économique. Donc ouais, c'est un vrai exercice de construire ces séries, réfléchir à combien d'images, la narration, dans quel sens on va les tourner, quelle image choisir, pourquoi, quel est le discours, quelle est l'intention, le texte aussi, s'intéresser à l'intention du sujet. Parce que j'étais surprise, bien sûr, j'y pensais pas du tout. Je suis contente d'autant que c'était un pari aussi de partir d'un photoreportage avec une édition plutôt classique entre guillemets et de faire le pari d'y mettre des images plus travaillées avec cette notion de portrait et de travail collectif. Je peux pas m'empêcher de penser aussi à tous mes collègues photographes qui travaillent au Mexique, ce que ça suppose aussi, même économiquement en fait, de se déplacer. Bon là, en l'occurrence, on a Sony qui nous défraie en fait le voyage. C'est important de pas oublier aussi le fait que je suis française, je suis blanche, donc ça c'est des privilèges que ça suppose. Je pense que c'est aussi important de pas oublier qu'il y a des photographes qui travaillent depuis leur communauté et pouvoir avoir leur voix aussi, c'est important. Et il y a beaucoup de collègues qui font un travail magnifique aussi et qui font pas forcément l'exercice des bourses. Et je pense que ça c'est aussi assez culturel, c'est-à-dire qu'en Europe on
on a un petit peu cette culture et cette dynamique, cette reconnaissance des concours, d'appliquer des bourses, ce genre de choses. Et je pense que c'est quelque chose aussi qu'on doit impulser beaucoup plus sur le Sud global, pour avoir ce genre d'opportunité qui soit donné à tout le monde, en fait. Quand je suis parti pour Strip, à la base, c'était vraiment pour faire un film documentaire, donc mon premier film documentaire. Mais étant aussi photographe, j'ai pas pu m'empêcher de prendre quelques photos, dont les photos du coup qu'on voit à la compétition. J'ai le film en fait qui fait plusieurs festivals, qui a fait des diffusions différentes. Il est en fin de diffusion et bientôt je le mettrai en ligne. Avec ces photos, je me suis dit il faut que j'en fasse quelque chose. J'ai appris qu'il y avait le Sony World Photography Award. Je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance. J'avais déjà fait des demi-finales au Red Bull Illum en 2021 avec une photo et une petite vidéo aussi, donc dans 2 catégories différentes. J'avais adoré recevoir, c'est un peu cette reconnaissance en tant que, on va dire, jeune photographe. Donc je m'étais dit, on va essayer, qui tente rien n'a rien, j'y perds rien. Au pire, je m'attendais pas du tout à être recontacté, pour être honnête. Quand j'ai eu cette information que j'avais été choisi parmi les finalistes, c'était juste incroyable, quoi. Je m'y attendais tellement pas. J'y ai participé sans aucune prétention en me disant, au moins mes photos, elles sont envoyées quelque part, ça en fera quelque chose. J'ai eu Emeline, ma compagne, qui nous a accompagnés sur le trip aussi, qui elle écrit, donc elle a fait de la photo, mais surtout de l'écriture, donc pour Surf Session Magazine, le plus gros magazine de surf de France. Donc elle a fait l'article écrit, moi j'ai eu des photos dedans, mais après je m'attendais pas du tout à revoir mes photos autre part, quoi. Je suis tout excité comme un enfant. C'est un peu comme un enfant qui reçoit ses jouets à Noël, quoi. Je vois mes photos exposées, il y a des gens qui viennent en parler, donc c'est cool, c'est une super belle reconnaissance. Ça fait vraiment plaisir. On les remercie évidemment pour ces témoignages très intéressants. Toi, Guillaume, qui est au plus proche des photographes professionnels, comment tu perçois tout ça, l'importance des SWPA, évidemment, mais aussi des concours d'une manière plus générale? Alors c'était intéressant d'écouter Maë qui expliquait qu'il y avait une certaine forme de culture européenne dans cette présentation de sujets dans des concours photos. C'est vrai qu'on le voit à travers les chiffres, hein, je vous le disais tout à l'heure, l'Europe qui représente 45% des entrées. Donc oui, je pense que c'est économiquement, on sait que c'est un métier qui est difficile et qu'il faut trouver effectivement toutes les ressources pour pouvoir produire des projets, des documentaires comme celui de Juliette, qui demande des moyens évidemment pour se déplacer, pour travailler sur le temps long. Donc il y a un aspect économique, notamment pour les jeunes photographes. Il y a aussi malgré tout cet aspect de visibilité, de reconnaissance, de donner du retentissement à un sujet. Je pense que c'est aussi le cas du sujet de Juliette qui part d'un entrefilet dans un journal et qui devient un sujet qui a un retentissement mondial à travers ce concours. Donc je pense que c'est toute l'importance de ces concours de donner cette visibilité. Alors c'est sûr que on fait un choix, on n'en voit qu'une infime partie de tout ce qui a été, de tous les sujets qui ont été présentés, et c'est dommage que tous ne puissent pas avoir cette chance d'une exposition pareille, mais la clé elle est là aujourd'hui aussi, et c'est ça que je trouve important et beau. J'aimais bien aussi dans ce que disait Monica Allende tout à l'heure, la notion de langage visuel, d'avoir cette diversité de langage visuel, de pouvoir se confronter un petit peu aussi à d'autres genres, à d'autres styles, à d'autres visions, on va dire, si on peut parler comme ça. Ça donne aussi, en tout cas là, plutôt du point de vue du public, une vraie richesse de ces concours qui donnent une visibilité assez large et qui peuvent être aussi des sources d'inspiration très, très intéressantes. Donc oui, il y a l'intérêt pour les photographes, il y a l'intérêt aussi pour le public. Je pense qu'il faut voir le concours photo comme un tremplin peut-être pour des jeunes photographes, un tremplin pour la visibilité d'un sujet en particulier, mais aussi, comme le disait Monica Allende aussi, cette notion de capsule temporelle où on encapsule dans un concours, dans le résultat d'un concours, finalement, l'ère du temps. L'état des lieux du monde. L'état des lieux du monde. Donc, quelque part, c'est aussi une photographie de notre monde en soi, le concours photo. Et Juliette, par rapport à ce que disait Maë dans son témoignage, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi parfois sur le terrain si tu croises d'autres photographes, par exemple peut-être au Groenland, des photographes locaux ou des gens avec qui tu échanges, tu la ressens, cette disparité peut-être d'accès ou d'intérêt pour les concours photos entre les photographes, on va dire, européens et le sud global, comme elle dit?
Oui, c'est vrai qu'on n'est pas tous au même niveau là-dessus. Et je pense qu'il y a effectivement, il y a des gens pour qui, culturellement, c'est beaucoup plus facile de se dire je vais candidater, je vais postuler à des bourses, des concours. Je pense que assez vite, en tant que photographe française, de mon côté, j'ai compris que c'était aussi ça qui pouvait me permettre de faire des sujets au long cours, mais c'est pas forcément un modèle que tous les photographes, notamment les photographes locaux, ont en tête. Et je pense que c'est important aussi d'essayer de donner cette chance-là à tout le monde. C'est quelque chose sur lequel on a mis l'accent au cours de ton cursus, de ta formation. On t'a dit participe à des concours, ça va t'aider. Bah, de plus en plus, en fait, ce qui avant était financé, je pense, par la presse, par les journaux, par les magazines. Il y a une époque, moi, j'ai pas du tout connu, mais où les photographes étaient envoyés plusieurs semaines, plusieurs mois en reportage pour des magazines. Je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus rare, et c'est un petit peu ce modèle des bourses, des institutions qui va remplacer aujourd'hui les financements qui avant venaient de la presse, et qui vont nous permettre de faire des sujets plus au long cours, vraiment des enquêtes, des choses approfondies. Alors évidemment, Guillaume, vous, chez Sony, vous êtes un constructeur de matériel photo, mais vous mettez aussi un point d'honneur à soutenir et à accompagner les photographes à tous les moments de leur carrière. Alors vous portez les SWPA, vous soutenez beaucoup de projets culturels, des festivals, des collectifs, vous soutenez la presse aussi, évidemment. C'est important pour vous? Quel autre type d'action vous mettez en place? J'ai cru comprendre que vous aviez rencontré Juliette bien avant tout ça. Effectivement, alors on parlait de cette chance qu'il faut pouvoir donner aussi à tout le monde, ou en tout cas au plus grand nombre, de pouvoir progresser dans sa pratique photographique aussi. Et ça, c'est vrai qu'on fait des workshops, notamment à destination des photographes et des vidéastes, pour qu'ils aussi s'aguerrissent au contact de leurs aînés, entre guillemets, enfin de gens qui sont déjà, eux, dans une pratique assez longue du métier. Donc on avait rencontré Juliette sur un workshop il y a 2 ans maintenant. 3 ans, je crois. Ouais, 2 ans et demi, ouais, voilà, c'était la rentrée 2022, je crois. Ouais, c'est ça. Un workshop qu'on faisait avec un de nos ambassadeurs, donc Olivier Jobard du collectif Myope. Et donc c'est aussi à travers ça qu'on peut aider aussi les photographes à trouver leur voie dans leur pratique photographique, tout simplement. Enfin, je sais pas, c'est peut-être Juliette qui peut en parler de ce que ça a pu lui apporter, mais en tout cas, on essaye aussi à travers d'autres initiatives comme celle-là de promouvoir la photographie et de l'aider. Voilà, de l'aider notamment pour les plus jeunes professionnels qui recherchent ça pour avancer. C'est vrai qu'avant de participer au concours, il y a ces workshops notamment. Toi, tu as beaucoup participé à ces workshops-là, ou qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? J'en ai fait de manière assez occasionnelle. Là, vraiment, le workshop qui était proposé par Sony et Olivier Jobard, l'avantage, c'est que c'était gratuit déjà. Et ensuite, c'était à l'École des métiers de l'information, donc là où j'avais fait en 2020 cette formation en photojournalisme. Et puis, donc, c'était un de nos professeurs, Julien Daniel, qui avait proposé à ses anciens étudiants de participer au workshop. Donc, c'était à la fois l'occasion de tous se retrouver entre photojournalistes de promos différentes, et puis de parler avec Olivier Jobard, qui est quand même un photographe qui a énormément d'expérience de terrain, et c'était très intéressant, donc que ce soit pour le réseau, pour comprendre les méthodes de travail qui peuvent fonctionner, et c'est toujours bien à la fois de pouvoir montrer son travail, de regarder celui des autres, d'échanger sur comment les gens travaillent, comment ils diffusent ce qu'ils font. Je pense que c'est vraiment important pour pouvoir démarrer et comprendre aussi les codes un petit peu du métier de photojournaliste, parce qu'il n'y a pas vraiment de... Souvent, on sort d'école et puis on sait pas forcément trop par où commencer, comment aller voir les rédactions, comment vendre des sujets, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas. Et c'est vraiment en parlant, je pense, pendant des workshops comme ça, ou en ayant l'occasion d'échanger avec d'autres photojournalistes qui font ça depuis des années, qu'on comprend comment ça marche, quoi. Et vous en faites dans votre collectif des workshops aussi, ou c'est quelque chose qui pourrait venir? Ça fait partie du modèle économique des photojournalistes aujourd'hui aussi, au même titre que les bourses?
Oui, on fait souvent quand même On a la chance aussi avec l'AFDAS et le statut d'artiste-auteur de pouvoir financer des formations. Donc, moi, ça m'est arrivé, par exemple, de faire un workshop chez Vue sur la lumière. Enfin, oui, je pense que c'est quelque chose aussi qui rentre de plus en plus dans notre économie de photographe, de continuer toujours à se former, à prendre de nouvelles pratiques, rencontrer des gens, et puis aussi avoir du temps. Par exemple, une semaine de workshop, ça va être vraiment une semaine qui va être consacrée à un travail, à un projet en particulier. Et ça, c'est quelque chose qui est assez précieux pour nous, parce qu'on a tendance en tout cas de mon côté, j'ai tendance à faire 1000 projets en même temps et à avoir plein de choses différentes à faire. Et je pense que c'est bien aussi d'avoir ce temps consacré à une seule chose. Et avoir cet espace de réflexion et de recherche aussi créative. Alors maintenant, j'aimerais que l'on revienne sur un épisode assez important de l'édition précédente des SWPA avec l'affaire Boris Eldagsen, un photographe allemand qui a remporté le premier prix de la catégorie Open Creativity avec une image créée à l'aide d'une intelligence artificielle générative et ce que l'on appelle des prompts, c'est-à-dire une description textuelle du type de rendu que l'on souhaite obtenir. Certaines personnes même commencent à parler de promptographie. Au moment de l'annonce des lauréats, l'artiste a pris la parole pour expliquer sa démarche qu'il considérait comme expérimentale et a tout simplement remercié le jury et décliné le prix. Guillaume, est-ce que cet épisode a laissé des traces au SWPA ? C'est pas la première fois qu'une grande compétition photo se fait prendre un peu au piège par des photographes qui expérimentent des choses. Oui, l'intelligence artificielle est un outil créatif aussi, j'ai envie de dire. Après, moi, je vais pas m'exprimer à la place de Créo qui s'occupe de la partie du jugement des photographies. Là, je parle à titre personnel. Moi, je trouve que l'intelligence artificielle, lorsqu'elle entre dans le cadre d'une catégorie créative, ça me choque évidemment moins que si c'est dans une catégorie documentaire, où là, ça peut évidemment être beaucoup plus inquiétant sur ce que ça peut devenir et surtout ce que ça peut détruire dans la confiance qu'on peut avoir dans les images. Là, il s'agissait d'une catégorie créative. J'ai envie de dire, la personne dont il s'agit s'est emparée de cette pratique pour proposer quelque chose de nouveau. Il a décliné le prix, c'est ce qui a donné aussi un peu de retentissement à la chose. C'était pas une mauvaise pub pour vous. Good buzz, bad buzz, quoi. Plutôt l'inverse. Voilà, mais en même temps, il aurait pris son prix et il aurait dit merci, il serait parti, ça aurait pas fait la même histoire. Donc là, c'est aussi, je pense, une démarche artistique, qu'il faudrait plutôt questionner le photographe sur le sens de ce qu'il a fait. Mais moi, je peux pas répondre à sa place là-dessus. Mais voilà, l'intelligence artificielle dans une catégorie créative, à la limite, pourquoi pas. Maintenant, c'est vrai que ça a évidemment eu une incidence sur l'organisation du prix, qui maintenant, il y a un alinéa dans le règlement du prix qui stipule qu'effectivement, étant donné qu'il s'agit d'une compétition photo et pas promptographique, l'usage de l'IA n'est pas permis. Mais on peut pas... On est obligé aussi de faire confiance aux personnes qui présentent leurs images. Donc voilà, après c'est aussi une question de respect des règles. Et d'éthique. Toi, en tant que photojournaliste, Juliette, comment tu perçois ces sujets-là et notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les images ? En tant que photojournaliste, moi, je pense qu'il y aura toujours ce côté où on va sur le terrain et on part de la réalité, des faits. Et du coup, j'espère qu'il y aura toujours besoin de photojournalistes. Je ne suis pas sûre que l'IA prenne cette place-là, mais ce qui peut être inquiétant, c'est vraiment plus sur la partie fake news et sur toutes les fausses informations qu'on peut créer à partir de l'IA et
comment être toujours aussi légitime en tant que photojournaliste, et qu'est-ce qui fait qu'on va nous croire, nous, plutôt qu'une IA. Enfin, voilà, effectivement, ça pose quand même pas mal de questions. On voit de plus en plus de médias qui adoptent des nouvelles réglementations face à l'IA. Je pense notamment au Monde, qui s'est engagé à signer une charte récemment en disant qu'il n'utiliserait pas l'IA pour des reportages de terrain. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut encadrer, en fait, parce que c'est une pratique assez nouvelle. Mais il l'utilise par ailleurs, mais au moins, dans les copyrights, il le mentionne. Et puis, il y a d'autres médias qui assument, par ailleurs, l'utilisation d'IA générative et qui ne le mentionnent pas toujours. Donc, on a l'impression que c'est un chantier en cours, là. C'est ça, je crois qu'il l'utilise pour des histoires de traduction, mais pas du tout sur le terrain, en tout cas. Bon, c'est des sujets évidemment qui sont très complexes et très intéressants. Mais en tout cas, l'une des pistes de solution qu'on pourrait envisager pour éviter ce genre d'incident, comme vous avez été victime au cours de l'année dernière au SWPA, c'est des technologies qui pourraient permettre d'identifier l'authenticité des images. Et sur ce sujet, Sony a été pionnier puisque vous avez intégré la norme C2PA dans certains de vos boîtiers. On écoute de nouveau Yann Salmon le Gagneur nous en parler. Alors, c'est quoi le C2PA ? Il faut d'abord comprendre ce que ça veut dire. C'est la coalition de la provenance du contenu et de son authenticité. Et ce qui était important pour Sony, c'était de rejoindre cette coalition. Et on fait maintenant partie du comité directoire de la coalition avec 7 autres marques de cette coalition. Et le C2PA, qu'est-ce que c'est ? C'est un encapsulage du fichier dans lequel on va retrouver les datas de l'image, donc l'information de l'image, mais à laquelle on va rajouter des informations sur sa provenance et aussi de son historique. Et tout ça encrypté. Et dans cet encapsulage, on a aussi la possibilité de rajouter des informations additionnelles. Et donc, le fait que Sony fasse partie de ce comité est extrêmement important parce qu'on peut participer au développement et au progrès de cette coalition et de ce format C2PA. Mais à partir de là, il a fallu rajouter aussi des couches supplémentaires qui sont extrêmement importantes au C2PA. Parce que le C2PA va permettre de crypter l'information, de la sécuriser, mais aussi de la traçabilité de l'information dans sa durée de vie. À partir du moment où on commence à faire de l'édition de la photo via des logiciels de retouche, si le logiciel est compatible, cet historique va être gardé. Et de la même manière, les informations que Sony va rajouter à cette information vont également être gardées dans le temps et dans toute la vie du fichier. Et c'est là où ça devient intéressant. Qu'est-ce que Sony rajoute dans ce fichier-là ? On va rajouter 2 choses. 1, la certification ou la validation que le sujet qui a été photographié est un vrai sujet. Donc on va prendre un exemple simple. Je peux photographier quelqu'un lors d'une conférence, mais il peut y avoir aussi une impression faite de cette personne dans la conférence et photographier la photo. Mais l'appareil photo a bien pris la photo, mais le sujet n'était pas un véritable sujet. Donc c'est là où l'importance de l'information de Sony, qui est propriétaire, va rajouter une information 3D sur l'information de la photo dans le C2PA pour valider l'authenticité du sujet. Évidemment, la deuxième information, ce que nous on appelle le birth certificate en anglais, donc le certificat de naissance de l'image, pour bien prouver que la photo a bien été prise avec un appareil photo Sony. Et donc ces 2 informations-là, ajoutées à l'encryptage et à l'historique et le traçage historique de la photographie, va permettre d'avoir au final ce qu'on appelle end-to-end, donc du début jusqu'à la fin, un traçage de l'image, de son historique et de sa validation, avec un site qui sera mis aux dispositions aujourd'hui uniquement au niveau des grandes agences médias, mais peut-être on verra dans l'avenir s'il sera disponible aussi pour des photographes indépendants. Et donc ce site de validation va permettre de retracer l'historique de la photo dans son entièreté avec les 2 domaines de validation supplémentaires dont j'ai parlé, donc la 3D et également la validation de l'appareil photo. On comprend tout de suite comment, dans un avenir proche, l'intelligence artificielle va pouvoir aussi servir ce genre de technologie sur cette première partie d'authentification, qui pour le moment est une reconnaissance 3D du sujet. J'imagine qu'on pourra aller bien au-delà dans le futur. Guillaume, c'est un vrai sujet, ça, pour les photographes professionnels, ou c'est l'industrie qui s'emballe toute seule ? Non, je pense que c'est un vrai sujet, non seulement pour les photographes professionnels, mais pour toute la société. Il faut qu'on puisse garder confiance dans les images qu'on regarde.
il faut qu'on puisse du coup s'assurer de leur authenticité. Donc ce système C2PA y participe. Bon, voilà, on verra si à l'usage ce qu'il en ressort, mais on a besoin aujourd'hui, je dirais presque malheureusement, de devoir se sécuriser par rapport à la provenance des images, et ce système-là doit y contribuer. Bon, après tout, on a besoin de se rassurer sur la traçabilité de produits alimentaires. Pourquoi pas le faire sur les images, même si c'est malheureux. Mais si on a des outils pour le faire, tant mieux. En revanche, qui aujourd'hui peut le faire? Donc c'est à l'état de bêta-test, si on a bien compris. Par exemple, Juliette qui récupère un A7R5 ne va pas pouvoir le faire de son côté pour l'instant. Alors pour l'instant, la technologie, elle est embarquée dans les derniers boîtiers qu'on a lancés ou via des mises à jour. Elle n'est pas encore opérationnelle, c'est-à-dire qu'elle doit être associée à une solution logicielle et à un portail qui va permettre d'enregistrer les images et de s'assurer, quand on les consulte ou quand on les utilise, qu'elles proviennent bien d'une source sûre. Donc la mécanique, elle n'est pas encore mise en place, donc c'est encore un petit peu tôt pour en parler de manière très, très concrète et surtout pour en tirer des conclusions. Pour l'instant, on est dans une intention forte, en tout cas, du côté de Sony, industriellement, de créer des solutions qui vont permettre aux photographes et à ceux qui utilisent les images de s'assurer du traçage des images. Mais je pense que oui, in fine, c'est plutôt par rapport à ce que ça signifie pour tout le monde de pouvoir être sûr quand on regarde une image qu'on ne regarde pas une image qui a été générée de manière avec une IA et qui ne reflète pas la réalité. Mais on est d'accord que pour que cette utopie soit réaliste, il faut absolument que tous les appareils photo sur le marché, les smartphones y compris, voire même en premier, exploitent, utilisent cette technologie. Alors, vous avez été pionnier, on va dire, dans l'industrie de la photo. Vous avez été rejoint par Leica, il y a Canon qui s'y met, il y a Nikon aussi. Fujifilm vient de l'annoncer il y a quelques jours à l'occasion de leur summit. Il faut que ça soit une démarche absolument globale pour que ça fonctionne. Oui, je pense qu'il faut bien commencer par quelque chose surtout. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai, comme le disait Yann, on va l'appliquer déjà sur des flux d'images professionnels, voilà, par rapport à des médias ou par rapport à des journalistes qui produisent de l'image. Peut-être qu'une fois que cette technologie aura fait ses preuves dans ce secteur-là, dans ce domaine-là, on pourra l'étendre. Après, il y a quand même une petite complexité qui s'y rattache en termes de mécanique de certification. Donc, peut-être que vu le nombre d'images qui sont produites quotidiennement sur des smartphones, c'est peut-être effectivement un peu utopique de se dire qu'on va pouvoir certifier absolument toutes les sources. En tout cas, celles qui ont besoin d'être certifiées, notamment dans le domaine du journalisme, là où on doit se parler de vérité vérifiable, il faut que ce soit le cas. Oui, c'est d'abord un outil de lutte contre les fake news, en fait. Tu en parlais tout à l'heure, Juliette. Donc, toi, tu les perçois comment, ces solutions-là? Je pense que c'est une bonne chose de travailler sur ces technologies-là. Et après, moi, ce que je vois aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est, en tant que photojournaliste et photographe documentaire, c'est qu'on accompagne toujours nos photos d'une légende avec des lieux, des dates, le nom des personnes qui sont sur les photos. Et c'est ça aussi qui va permettre aux gens derrière de vérifier l'information, de vérifier la véracité des images. C'est quelque chose... je pense que c'est la manière la plus sûre aujourd'hui de parer aux fake news, en attendant que cette technologie soit peut-être démocratisée et utilisée par tous les boîtiers et tous les éléments qui permettent de faire des photos. Bon, et on va conclure cette discussion là-dessus. Merci beaucoup, Juliette et Guillaume, d'avoir partagé tout ça avec nous au cours de cette émission. Nous sommes toujours avec la photographe Juliette Pavy, lauréate du prix Photographer of the Year de la dernière édition des SWPA, et Guillaume Cuvillier de Sony France. Juliette, Guillaume, si on devait essayer de résumer et de synthétiser en quelque sorte tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi, Guillaume, est-ce que tu peux nous pitcher simplement les SWPA ? Alors,
C'est un concours photo de dimension mondiale qui est organisé par Créo et qui est soutenu depuis 17 ans maintenant par Sony. C'est un concours qui se décline en 4 grandes catégories, on va dire. Il y a le Youth Competition qui est ouvert donc pour les très jeunes photographes jusqu'à l'âge de 19 ans, qui ont moins de 19 ans, qui peuvent concourir dans cette catégorie. Il y a une catégorie Student pour les écoles et les étudiants en photographie. Il y a une catégorie Open pour toutes les photos single, donc les photos uniques dans différentes thématiques. Et il y a une compétition pro, entre guillemets pro, mais qui est ouverte en fait à tout le monde. Simplement, il faut présenter des séries d'images de 5 à 10 images. Voilà, et chaque catégorie pro et open sont déclinées en différentes thématiques. Et il y a un gagnant par catégorie. Il y en a 10, par exemple, dans la compétition pro, architecture, portrait, documentaire, etc. Et il y a un super gagnant chaque année qui est choisi parmi les lauréats de la catégorie pro. Ou une super gagnante, en l'occurrence. Ou une super Il y a eu peu de gagnante. femmes qui ont remporté C'est vrai. ce titre depuis la création des WPA. Du coup, Juliette, qu'est-ce que ça fait de remporter le prestigieux titre de Photographer of the Year ? Je suis très heureuse d'avoir remporté ce prix et je trouve que c'est une belle occasion de donner une voix à ces femmes victimes de stérilisation forcée. Guillaume, Juliette n'est pas la seule photographe française lauréate de cette édition. Qui sont les autres photographes qui se sont distingués cette année ? Alors, il y a Thomas Meurot qui a remporté le prix dans la catégorie pro sport. Et il y a Maë Elip qui a remporté un prix dans la catégorie environnement, avec des très beaux sujets également dans la compétition pro. Et puis, on a un photographe, un Hall of Fame, on va dire, avec Sebastião Salgado, qui a été récompensé pour sa contribution générale à la photographie. Juliette, est-ce que tu peux nous parler, nous pitcher en quelque sorte le projet que tu as présenté à cette compétition ? C'est un sujet qui s'appelle Spiral Companion. C'est sur la stérilisation forcée des femmes du Groenland à l'époque de la colonisation danoise, donc de 1966 à 1975. Quelle importance représente pour toi la participation à des concours ou des bourses dans ton activité de photographe professionnel ? Pour moi, c'est vraiment essentiel pour développer des projets au long cours sur plusieurs mois, plusieurs années, dans des régions, notamment comme l'Arctique, qui sont peu couvertes parce qu'elles sont très coûteuses d'accès. Guillaume, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du Eldagsson Gate en 2023 ? Alors, c'est en fait un prix qui a été remis dans la catégorie créative à un photographe qui avait présenté une image qu'il avait générée par IA et qui, au moment de recevoir son prix, a dévoilé un petit peu le poteau rose, j'ai envie de dire, et a remercié le jury et a refusé de prendre le prix. Juliette, pour toi, une photographie réalisée à l'aide d'une IA générative, ça reste de la photographie ? Pour moi, c'est plus du montage ou une œuvre numérique, entre guillemets. Mais je ne suis pas sûre. En tout cas, c'est clair que ce n'est pas du photojournalisme ni de la photographie documentaire. Il faut peut-être préciser aussi qu'il y a l'IA donc générative où tu peux créer une image de A à Z. Et puis, tu as l'IA tout court qui est désormais intégrée à Photoshop, notamment depuis la semaine dernière, oui. Et entièrement à Firefly qui permet du coup de dupliquer, tamponner des zones de l'image avec l'aide de l'intelligence artificielle. Donc il y a des nuances même dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le C2PA et comment il fonctionne ? Alors le C2PA, c'est une norme qu'on va essayer de faire émerger pour qu'on puisse garder confiance dans les images qu'on regarde, parce qu'aujourd'hui, avec justement cette IA générative, on ne sait jamais quand on regarde une image si elle est authentique ou pas. Donc cette norme C2PA prévoit de déjà installer une signature numérique au moment de la prise de vue encryptée dans l'image, et ensuite d'avoir une solution logicielle et un portail qui vont permettre de tracer l'image tout au long de sa vie pour pouvoir s'assurer de son originalité, son authenticité. Pour tous les deux, Juliette, Guillaume, quel conseil est-ce que vous pourriez donner aux photographes qui n'osent pas se lancer ou qui ne savent pas par où commencer pour participer à une grande compétition photo, comme par exemple les SWPA ?
Moi, je dirais ne pas hésiter vraiment à se lancer, à faire des photos, à partir en reportage et surtout à les montrer, à participer à des lectures de portfolio, à aller voir des rédactions. C'est toujours bon d'avoir des retours sur ce qu'on fait, même si c'est pas forcément terminé, si c'est pas abouti, ça nous permet de savoir aussi dans quelle direction aller et vers où continuer. Quel serait le meilleur conseil qu'on t'a donné, toi, au travers des retours que tu as pu avoir de workshop ou de formation? Le meilleur, je sais pas, mais il y a vraiment ce côté montrer son travail. Et oser aller toquer aux portes des rédactions, et même si on va pas forcément vendre un sujet, au moins ça permet d'avoir un retour de professionnels et de gens dont c'est le métier d'éditer, de voir des images tous les jours. Eh ben moi, je rejoins tout à fait Juliette. Je dirais, produis des images, montre-les. Et j'y ajouterais aussi, vois-en le plus possible. Voilà, regarder des images, se nourrir des images. C'est vrai que rien que le SWPA donne un panorama assez large, donne la possibilité d'en voir beaucoup, de s'inspirer aussi par rapport à des pratiques ou des rendus visuels. Pas forcément pour les copier, mais vraiment pour s'en inspirer, pour voir ce qui a déjà été fait, pour se créer une culture visuelle. Et pour terminer, Guillaume, quels sont les autres types d'actions que Sony met en place pour soutenir, faire émerger et accompagner photographes et vidéastes professionnels? Alors, soutenir, accompagner les photographes professionnels, c'est un travail qui m'occupe au quotidien. Déjà, simplement pour être aux côtés des photographes professionnels, pour les conseiller sur les aspects techniques de la photographie, pour les accompagner aussi sur les événements médiatiques qu'ils peuvent couvrir et d'être présent à leur côté pour les aider techniquement et avec du matériel. On est aussi on essaie de s'investir aussi dans la formation à travers des workshops. Voilà, qu'on fait régulièrement avec nos ambassadeurs et puis aussi avec des photographes avec lesquels on collabore assez étroitement. C'est voilà, des workshops dans différents domaines, photo et vidéo évidemment. Et puis on est présent sur beaucoup d'événements où on est toujours à l'écoute des photographes et où on est là aussi pour les conseiller et les accompagner dans leur pratique photographique. Et voilà, des conférences, on donne beaucoup de conférences sur ces événements où on peut trouver matière à s'inspirer et à prendre conseil auprès de nous et auprès de nos ambassadeurs notamment. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission avec le traditionnel quiz. Juliette, Guillaume, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Oui. Oui. Parfait. On commence avec une première question pour toi, Guillaume, qui nous vient d'un certain Weingartner.photo. À partir de quel moment est-ce que l'on peut participer à un concours photo ? J'allais dire qu'il faut être un petit peu sûr de son fait, d'avoir une photographie dont on est content, fier, et qu'on a envie de montrer, de partager. Ça, c'est essentiel. Aujourd'hui, on le fait assez facilement via les réseaux sociaux, mais pour le présenter en concours, on peut le faire assez librement, puisqu'il y a quand même pas mal de possibilités. Chez nous, avec le concours Open, une seule image suffit pour rentrer dans le concours. Après, c'est sûr que quand on veut rentrer dans la catégorie pro, il faut au moins une série de 5 à 10 images, et c'est pas forcément aussi évident. Et si on prend sa question au sens littéral du terme, on peut lui proposer, s'il est très jeune, qu'il a moins de 19 ans, de participer au SWPA dans la catégorie Youth Photographer. Ah oui, c'est pas une question d'âge, hein. Le talent n'attend pas le nombre des années, comme on dit. Et la photo qu'on a vue cette année de Old Man of Storr, je crois en Écosse, éclairée par différents drones, enfin, c'était un travail absolument dingue. C'était un travail dingue, c'était surtout une expédition. Pour réaliser cette image-là, il a expliqué qu'il était parti de nuit, dans la montagne, dans le froid. Enfin, c'était
c'était vraiment c'est une photographie engagée dans un autre sens du terme auquel on l'entend habituellement. Oui, et là, comme disait Juliette tout à l'heure, la légende vaut le détour pour le coup. Deuxième question pour toi, Juliette, qui nous vient d'un certain Fab PNST. Comment s'inscrit votre travail au sein du collectif Hors Format ? Hors Format, pour moi, c'est vraiment une énergie collective. L'idée, c'est de faire des projets photos collectifs. Là, on travaille notamment sur une restitution de notre premier projet collectif à Arles. Et on a fait notamment un livre, on fait aussi de l'éducation à l'image. L'idée, c'est vraiment de travailler tous ensemble et de s'entraider, que ce soit sur des editings, dans notre quotidien et sur des gros projets qu'on ne pourrait pas faire tout seul. Parfait. Troisième question pour toi, Guillaume, qui nous vient de Eric Dab. Pourquoi toujours essayer de rentrer des photos dans des cases avec des catégories farfelues pour les compétitions photos ? Alors pourquoi farfelu ? Parce que je pense que les choses sont assez clairement définies. Alors oui, c'est sûr qu'on catégorise un petit peu les choses en faisant des catégories architecture, portrait, etc. Mais je prends l'exemple juste du sujet, par exemple, de Maë Lip, qui parle d'environnement à travers une série de portraits, notamment, qui font penser qu'en fait, faut juste savoir quelle est la sensibilité de base de ce qu'on présente en termes de contenu, et puis de simplement pour la mettre dans une compétition. Quatrième question pour toi, Juliette, qui nous vient de Élise Poche. La prochaine étape pour votre projet, c'est un beau livre, non ? Pour l'instant, il n'y a rien d'acté là-dessus, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de faire un livre à partir de projets photos. Ça permet de faire un editing plus large et vraiment différent, d'intégrer des images qui vont peut-être pas forcément fonctionner toutes seules, mais qui, dans une série, ça peut être un détail, une ambiance, une atmosphère qui vont avoir toute leur place dans un livre et vont pouvoir s'exprimer pleinement. Ça suppose que le sujet soit clôturé, ce qui n'est pas forcément le cas pour l'instant. Oui, c'est ça, ce sera pas par tout de suite. Ouais, mais c'est en projet ou c'est pas en projet ? Est-ce que tu réponds pas vraiment à la question là ? Je sais pas. Ok, on n'en saura pas plus. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Question qui vous est adressée à tous les deux, Juliette et Guillaume. Si vous pouviez choisir le ou la photographe qui recevra l'année prochaine l'Outstanding Contribution of Photography au SWPA 2025, ce serait qui et pourquoi ? Guillaume. Oula, c'est compliqué. Déjà, j'ai pas voix au chapitre, donc, mais bon, puisque tu me le donnes, je le fais. Si on reste dans une idée de photo documentaire qui, moi, me touche plus particulièrement, je dirais pourquoi pas un Raymond Depardon ou Cocorico, encore. Ou une Françoise Huguet, par exemple, dont j'admire beaucoup le travail. Après, si on va dans une direction peut-être un petit peu plus poétique, Alain Keller, Sarah Moon, voilà, des gens dont les signatures visuelles ont fait date. Bernard Plossu, tiens. Bernard Plossu, ok. Juliette, je relance le chrono. C'est vraiment trop dur de citer des gens. Faut pas citer des gens, faut citer un genre. Mais je pense que je vais tricher. Du coup, je dirais tous les autres membres du collectif Hors Format, parce que je pense qu'ils ont vraiment tous des projets documentaires engagés et ils méritent tous de gagner ce prix aussi. Bon, et Benjamin, si on te donnait cette lourde responsabilité ? Alors moi, je suis un peu comme Guillaume. C'est une photographie qui me touche, la photographie documentaire, mais j'aime aussi beaucoup la photo de conflit de manière générale. Bon, James Nachtwey, je trouve qu'on le récompensera jamais assez. Tiens, pourquoi pas. Ça marche. Allez, on conclut là-dessus. Merci beaucoup. On est désormais à la fin de cette émission. Juliette, Guillaume, immense merci d'être venus à nos micros pour nous parler, Guillaume, des SWPA et Juliette de ton incroyable projet. Quelles sont vos actualités respectives en ce moment ? Juliette, j'imagine que le tourbillon médiatique, la machine à laver d'interviews va commencer à se calmer. Oui. Il y a quelques expositions là qui sont prévues. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'exposition à la BNF qui est visible jusqu'au 23 juin.
Ce même travail sur les aires de repos est exposé à Clermont-Ferrand à partir du 18 juin à l'hôtel Fonfred. Et ensuite, on a l'exposition donc, aux rencontres d'Arles cet été avec le collectif Hors Format. Et puis, en Bretagne, on a donc, le festival Report-Image qui exposera aussi la série donc, sur la stérilisation forcée des femmes du Groenland, à la fois dans le métro de Rennes et à Brest. Et il y a cette exposition aussi du prix UPP, donc à Paris, à la galerie UPP, pareil, toujours cette série sur la stérilisation forcée des femmes. Et puis peut-être, Guillaume nous en dira plus bientôt, une exposition des SWPA en France. Et il n'y avait pas quelque chose de prévu à Visa pour l'image aussi ? Sûrement une projection du projet sur la pollution de l'Arctique au mercure, effectivement. Et c'est d'ailleurs assez singulier parce que à Visa, vous aviez été primé de concert, Maë et toi. Oui, c'est ça. C'était assez drôle de se retrouver, donc après avoir gagné la bourse française de Mulder, de se retrouver à Londres. Et puis, on s'était aussi retrouvés avant sur les lectures, les New York Portfolio Review, où on était aussi toutes les deux lauréates, sélectionnées. Guillaume, l'actualité de toi déjà et puis de Sony. Bon, toi, on a bien compris que tu allais avoir un été chargé et compliqué. Et Sony, d'une manière générale, ça fait quand même pas mal de semaines, voire de mois, qu'on n'a pas vu arriver un petit nouveau boîtier. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, je pense que pour ça, il faudra inviter mon ami Fabrice Abuaf pour vous en parler parce que... Hop, la patate chaude. Voilà, je préfère décliner et puis transmettre à mon collègue qui, j'en suis sûr, aura des belles choses à vous annoncer prochainement parce qu'il y en a toujours qui arrivent assez régulièrement. Maintenant, c'est pas à moi de vous en parler. D'ailleurs, je n'en sais pas grand-chose. Moi, je sais effectivement que mon actualité immédiate, ça va être beaucoup d'assistance technique auprès des photographes professionnels tout au long de l'été avec tout ce qui nous attend comme événement habituel et exceptionnel. Voilà, donc moi, je vais passer un été beaucoup sur le terrain. Et puis Jeux Olympiques, Roland Garros, Tour de France, tout en même temps. Alors, Tour de France, on ne pourra pas être partout. Euro, oui. Euro de foot aussi. Euro de foot, Le Mans, voilà, tout ça. Donc on va avoir de quoi s'occuper tout l'été. Bon, en tout cas, grand merci à tous les deux. Voilà pour cette émission spéciale dédiée au Sony World Photography Awards. On vous donne rendez-vous dès jeudi prochain avec une autre émission qui sera, elle, consacrée au grand passage du réflexe à l'hybride. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à jeudi prochain. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.